cette petite conférence que nous allons animer autour de l'Appreciative Inquiry. Avant de démarrer, je tenais à remercier l'ensemble des sponsors qui ont rendu cet événement possible. Et moi, je fais partie de la société Octo Technologies et le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui va intervenir dans deux domaines d'activité que nous avons autour de la méthodologie, les façons de travailler, dans l'accompagnement au changement que nous avons auprès de nos différents clients. Et ce que nous faisons aujourd'hui et ce que moi je vais vous apporter aujourd'hui sont issus de retours d'expérience à la fois professionnels et personnels et en quoi ça m'aide aussi dans mon quotidien. Pourquoi l'Appreciative Inquiry ? Il y a quelques années, en fait, même beaucoup d'années maintenant, je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on regarde une situation un peu compliquée, notre cerveau a une tendance vraiment naturelle à se focaliser sur ce qui ne marche pas. Vraiment le rouge, les lacunes, les problèmes, les frustrations, les choses que je pourrais faire mieux, bref, à chaque fois on se focalise dessus. Vous avez sûrement remarqué, quand vous réussissez à accomplir quelque chose, on célèbre assez peu les succès, mais par contre on passe beaucoup de temps à analyser pourquoi on s'est trompé. Donc on fait vraiment un focus sur les aspects rouges de notre vie et pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Et depuis toutes ces années, je me suis toujours dit, mais en fait, est-ce qu'il n'existe pas une manière ou quelque chose qui me permettrait de voir les choses un peu autrement ? Alors je me suis renseigné sur la psychologie positive, sur les approches solutions focus, sur plein d'autres sujets, y compris les différents biais cognitifs, la manière dont l'humain fonctionne. Et j'ai découvert il y a maintenant 5-6 ans l'Appreciative Inquiry. Comment l'Appreciative Inquiry a démarré ? Ça a été dans les années 80 avec la personne que vous voyez ici, qui s'appelle David Copperrider, qui avait un sujet de thèse, qui était un doctorant en sociologie des organisations et qui avait un sujet de thèse qui était les dysfonctionnements humains dans les organisations. Et dans les années 80, il est allé auditer justement la clinique de Cleveland pour essayer de comprendre en quoi cette clinique ne fonctionnait pas bien. Donc il a interrogé le corps médical, il est allé voir le personnel administratif, il est allé voir le board, les fournisseurs qui travaillaient avec les cliniques et tout ça. Et au bout d'un mois, il s'est rendu compte que la clinique fonctionnait très bien, qu'elle était très profitable, qu'elle avait assez peu de problèmes. Et là, il s'est retrouvé face à un dilemme. Est-ce que je continue à faire mon audit pour essayer de trouver un dysfonctionnement, parce que c'est un audit, donc il faut qu'il y ait un truc qui ne marche pas, ou est-ce que je pouvais voir le problème différemment ? Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé voir son maître de thèse et le board de la clinique et leur a demandé, est-ce que, au lieu de me focaliser sur ce qui ne marche pas, est-ce que je peux essayer de comprendre pourquoi votre clinique à vous marche mieux que les autres ? Et donc il a changé son regard sur cette perspective et donc a fait un rapport assez complet sur pourquoi la clinique de Cleveland marchait si bien. Et c'est de là qu'est née l'Appreciative Inquiry, c'est-à-dire de mettre en évidence qu'un système peut se développer de manière très très puissante en se focalisant sur les ressources en présence, les talents et les succès qui ont été menés au sein de vos organisations, au sein de vos vies personnelles. Donc quelque part par là, l'Appreciative Inquiry nous aide à aller au-delà de la partie rouge, c'est-à-dire de se rendre compte que derrière chaque problème, il y a une opportunité, que derrière chaque lacune, il se cache forcément une force, que derrière chaque échec, il y a un apprentissage. Donc c'est quelque part par là un état d'esprit, une mentalité. Mais ça ne veut pas dire non plus être béni oui-oui, c'est-à-dire se dire je ne vois que le vert, c'est super cool et j'oublie que j'ai des problèmes. Non. Mais c'est de bien embrasser les deux réalités. C'est être conscient que notre vie, et finalement dans notre vie perso et dans les organisations, on a à la fois du rouge et du vert. Mais que notre cerveau est tellement absorbé par faire le focus sur ce qui ne fonctionne pas qu'on oublie le vert. Et donc c'est une invitation en fait à aller chercher derrière le rouge. L'Appreciative Inquiry va nous aider à travailler dans 3 grands temps. Nous allons avoir le passé, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui nous a aider à franchir des étapes, qu'est-ce qui nous a aidé à faire les choses différemment, comment nous avons surpassé des problèmes plus ou moins similaires dans le passé. Nous avons un temps présent, le moment que nous vivons là maintenant, sur qu'est-ce que je sais déjà faire, qu'est-ce que nous savons déjà de notre organisation, qu'est-ce qu'on sait qui fonctionne déjà bien, quelles sont les déviances positives, c'est-à-dire les choses que vous faites et qui ont un impact positif qui n'était pas anticipé dans l'organisation. Et également, quelles sont les ressources qui sont déjà disponibles et qu'on peut utiliser maintenant plutôt que de se focaliser sur ce qu'il faudrait que l'on fasse et les choses que l'on ne fait pas bien. Et le futur, de se donner une vision de où est-ce qu'on veut aller. Donc je suppose que la plupart d'entre vous, si vous êtes à l'Agile Tourex Marseille aussi, c'est que vous avez le mot agile, c'est que vous faites probablement déjà un peu d'agile aussi. Et donc vous vous interrogez aussi sur la vision. En fait, c'est exactement la même chose. On va se projeter dans le futur pour essayer d'imaginer qu'est-ce qui serait le mieux à faire et qu'est-ce qui nous motive.
Et derrière, qu'est-ce qu'on peut faire dès maintenant pour initier ce changement? Parce que le plus dur derrière la vision, c'est d'initier le premier pas. C'est la première difficulté que nous rencontrons. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que dans les années 2000 et même avant, une psychologue américaine qui s'appelle Virginia Satir a développé un modèle qui est une spécialiste en fait de la thérapie familiale et montré que dans les parcours de vie personnelle des gens et des familles, il y avait un statu quo, c'est-à-dire un monde qui se déroulait tel qu'il était, et puis il se passe quelque chose à un moment donné, et là on rentre dans une phase de rejet, puis de chaos, où on va commencer à faire les choses différemment, où ça se passe pas bien, puis après on commence à avoir une idée pour faire les choses un peu différemment et de manière plus intelligente, il y a une phase d'intégration, et derrière un nouveau statu quo, donc une situation potentiellement plus positive. Et dans les organisations, ce qu'elles constataient le plus, c'est que une fois qu'il y avait cet événement étranger qui pouvait se produire dans les organisations, généralement il y avait une phase de chaos et voire on pouvait régresser derrière. Ce qui est très difficile dans ce mode de fonctionnement, c'est quand on rentre dans la phase de chaos, c'est là où à un moment on commence à se questionner, à douter sur ce qu'on est en train de faire, à se rendre compte que changer notre geste du quotidien c'est compliqué, qu'on a les forces de rappel, que l'organisation, tout le monde n'est pas forcément aligné. Et justement l'Appreciative Inquiry nous aide dans ces moments-là à avoir un point d'accroche, un endroit où on peut se rattacher mentalement et physiquement aussi pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que dans ces temps difficiles, il y a des choses qui fonctionnent et sur quoi je peux me raccrocher pour avancer demain. Sur l'agilité, vous avez souvent entendu parler à la différence entre être agile et faire de l'agile. Je fais de l'agile, j'applique un modèle, j'applique Kanban, Scrum, Safe, Extreme Programming, plein de choses. Et je suis agile avec le manifeste et les différents principes qui me permettent de concevoir ma vie différemment. Dans l'Appreciative Inquiry, on est exactement sur la même typologie de sujet. On va vraiment différencier le fait d'être AI et le fait de faire de l'AI, c'est-à-dire la méthode. Et je vais vous parler justement d'être AI, ce que ça veut dire, ce que moi j'en ai compris, et les principes qui vont être vraiment la glu et le ciment, qui vont faire le lien entre la méthode et l'état d'esprit. La présence, qui est finalement le premier gros état d'esprit de l'Appreciative Inquiry, ça va être d'accepter que dans n'importe quelle situation, je vais avoir plusieurs perspectives. Que la réalité, ce n'est pas un point de vue unique, c'est une juxtaposition de points de vue et de ressenti. Si par exemple, je vous ai écrit un 6 sur un post-it, que je vous le montre comme ça, vous allez tous voir la même chose. Si maintenant je vous demande de vous mettre en cercle et que je mets le 6 au milieu, il y en a qui vont voir un 6 couché, un 9 en diagonale, un 6 en diagonale, bref. La réalité n'est jamais unique, c'est vraiment une juxtaposition de points de vue. Se concentrer également sur l'aspect génératif, c'est-à-dire considérer que dans chaque transformation, dans chaque élément compliqué, il y a forcément quelque chose qui se passe bien. Même si de facto on ne le fait pas nécessairement, il y a toujours quelque chose qui fonctionne sur lequel on peut se raccrocher. Le troisième aspect, c'est amplifier ce qui fonctionne. C'est-à-dire que dans votre organisation ou dans vos vies personnelles, quand vous trouvez des choses qui fonctionnent, déjà, il faut les détecter. Et quand vous les détectez, c'est essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que ça fonctionne aussi bien pour vous aujourd'hui. On a souvent tendance à faire les 9 pourquoi, les 5 pourquoi et tout ça dans toutes les situations qui ne fonctionnent pas. Mais on ne se pose jamais la question, mais qu'est-ce qui fait que là ça a marché? Pourquoi ça a marché? Et si ça a marché, comment est-ce que je peux faire pour le refaire de plus en plus souvent et de l'amplifier dans mon organisation? La création d'espaces de sécurité et de bienveillance, c'est-à-dire comment est-ce que je peux donner un cadre avec les personnes avec lesquelles je travaille, de mon équipe, de mon département, de mon entreprise, dans lequel l'ensemble des personnes vont se sentir en sécurité et vont pouvoir être le plus authentique possible pour s'exprimer sur ce qui est en train de se produire, ce qu'elles ressentent, ce qu'elles ont envie de faire et ce qui leur donne de l'énergie. Généralement, quand ces espaces de sécurité n'existent pas, en fait, la transformation a du mal à démarrer parce qu'on ne se fait pas confiance, parce que le droit à l'erreur n'existe pas. Et donc, on a assez peu de prise d'initiative et donc on n'avance pas. De co-créer avec l'ensemble des personnes impliquées, ce qui paraît suffisamment logique, c'est-à-dire quand j'ai un problème, je vais essayer de travailler avec les personnes qui ont ce problème et qui sont impactées par le problème. Et dans les organisations, ce qu'on a souvent tendance à voir, c'est que dès qu'on a une grosse difficulté, c'est plutôt le management qui va réfléchir, qui va prendre les décisions, et tout redescend comme à vitesse grand V en dessous, et c'est les équipes qui doivent appliquer, alors que c'est elles qui sont le plus proches du terrain et qui potentiellement ont une idée ou une façon de faire qui serait potentiellement différente et plus impactante. Croire qu'il y a toujours des ressources de disponibles aussi. Souvent, dans la difficulté, dans les transformations que vous menez et tout ça, on se dit mais on va jamais y arriver, c'est compliqué. C'est d'avoir une croyance profonde que dans n'importe quelle situation dans laquelle vous allez être, même si elle est extrêmement compliquée, il y a forcément
quelque chose qui va se passer de positif derrière. Il y a forcément une ressource positive qui existe. De porter également son attention sur quand est-ce que les personnes apportent de l'énergie. C'est-à-dire de se rendre compte des choses qui se passent bien. Qu'est-ce qui donne de l'énergie aux gens? Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les pousse à faire telle et telle action? De rechercher continuellement également des ressources, d'être toujours à l'affût des choses qui se déroulent bien, d'être toujours à l'affût de ce qu'on peut améliorer, de ce que je pourrais amplifier. Et enfin, rester dans un mode de questionnement. Sur cette partie-là, on va plutôt choisir d'explorer plutôt que d'affirmer. On dit souvent qu'une question bien posée est à moitié résolue. C'est exactement cette thématique-là que j'y mets derrière. Donc toujours face à une problématique, essayer d'imaginer les questions possibles. Comment est-ce que je peux questionner mon problème de manière différente et comment est-ce que je peux visualiser mon problème de manière différente. Il y a ensuite, au-delà de la présence de l'état d'esprit, les paradigmes. Dans l'appreciative inquiry, il considère qu'il y en a deux aujourd'hui qui régissent un petit peu le mode de fonctionnement. Le premier paradigme qui est le mécanisme scientifique, où finalement notre monde est vu comme linéaire, prévisible, prédictible. C'est une vision plutôt système, processus, sur le fait que je peux analyser de manière très analytique, très scientifique, que je vais diagnostiquer les problèmes, que j'ai une solution unique, que j'ai le plan d'action à 35 ans qui est compris et qui va répondre à ma problématique. Et j'ai de l'autre côté le paradigme numéro 2 qui est le paradigme biologique émergent, où finalement je considère que le monde c'est plutôt un réseau, c'est quelque chose qui s'adapte, qui est complexe, qui est extrêmement contextuel à la situation dans laquelle je suis en train d'intervenir, qui va être aussi subjectif, car très personnel dans la situation que je suis en train de vivre, que l'information c'est quelque chose qui doit circuler et qui est une force créatrice. On avance par petits pas, même si on a un plan d'action, une vision, une destination, et on fait des ajustements progressifs. Donc le monde n'est pas que d'un côté ou de l'autre, c'est quelque part par là dans l'appreciative inquiry, quelque chose qui est mélangé. Et donc ça va être de nous aider à naviguer finalement dans ces deux paradigmes. Typiquement, si je vous parle de l'appreciative inquiry en vous disant c'est une super méthode qui fait A, B, C, D, E, dans ce cas-là, je me positionne dans le monde scientifique, mécanique, j'applique une méthode. Maintenant, si je considère que c'est plutôt un état d'esprit, quelque chose qui va évoluer, dépendre de la situation dans laquelle je suis, des choix que je vais faire et des émotions que je suis en train de vivre, je vais plutôt me situer dans le paradigme biologique. Et je ne vais pas me contenter dans un des deux mondes, mais dans ce que je vais vivre au jour le jour, c'est bien les deux que je vais mixer en fait. Il y a eu 6 principes aujourd'hui qui ont formé et qui ont fondé l'appreciative inquiry. Aujourd'hui, on en est quasiment à plus d'une dizaine et qui font toujours objet de discussions plus ou moins passionnées. Le premier principe, c'est le constructionnisme social. C'est de considérer qu'en fait, notre monde... Ah là, ça, les bons trucs, c'est bien ça. Merci beaucoup. Tchouk. Merci. Le constructionnisme social qui, en fait, nous montre que les conversations que nous avons vont nous permettre d'avoir une première compréhension, une description de la réalité. Et que c'est la multiplicité des conversations que nous allons avoir qui vont nous permettre d'aligner un groupe sur une même compréhension ou une même vision de cette réalité. Donc les mots que nous allons choisir pour décrire cette réalité en fait, vont avoir un impact extrêmement important sur la manière dont nous allons vivre la réalité. Est-ce que nous la vivons vraiment? Est-ce que nous la subissons? Comment nous nous positionnons dessus? Le principe d'anticipation, c'est-à-dire que nos comportements et les décisions que nous allons prendre sont en partie aussi déterminés par la vision ou l'imagination que pourrait être notre futur. Si vous faites attention au fonctionnement des sportifs de haut niveau, ils ont souvent ce mécanisme de visualisation, c'est-à-dire d'imaginer qu'est-ce qui pourrait se passer, d'imaginer le geste, de le répéter au quotidien. Ce mécanisme d'anticipation, en fait, vient vraiment nous aider à définir des images positives qui vont nous tirer vers le haut. Je ne sais pas pour vous, mais quand vous avez quelque chose d'extrêmement important à faire qui dans votre quotidien ou un projet stratégique ou autre, moi, personnellement, je suis plus motivé et attiré par une image qui me donne du sens que par un plan d'action super méga détaillé avec des pourcentages, des trucs à atteindre. Moi, ça ne me motive pas. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut oublier les plans d'action, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre que des images, mais ça veut dire qu'il va falloir travailler sur les deux aspects pour toucher à la fois l'émotionnel et le corps. Le principe de simultanéité, c'est de prendre conscience que les questions que vous allez poser vont avoir un impact sur la manière dont vous allez percevoir votre réalité. Typiquement, que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, il y a une situation qui s'est plutôt mal passée.
Et en fait, le premier réflexe de mon chef était de venir me voir et de me dire « Ouais, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez foutu ?» Premier réflexe, justification. Non, j'ai fait ça parce qu'il s'est passé ça. Et j'ai passé une demi-heure à me justifier, à expliquer pourquoi ça n'avait pas marché, pourquoi ci, pourquoi ça. Et dans cette demi-heure, en fait, c'était super inconfortable. Parce que j'avais l'impression d'être remis en cause, parce que j'avais l'impression d'être bidon, parce que plein de choses. Par contre, si on me posait les questions différemment en disant « Mais ok, on s'est planté, super. Qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment la prochaine fois ?» Mais du coup, le questionnement ne génère pas le même impact émotionnel, ne génère pas le même point de vue et ne génère pas non plus la même énergie. Dans un premier cas, je cherche à me protéger, je mets en place mon mécanisme de sécurité et je me justifie. Dans le deuxième cas, je vais me dire, ok, qu'est-ce que la situation m'a permis d'apprendre et qu'est-ce que je ferai différemment la prochaine fois. Et du coup, cette intention ne génère pas la même motivation pour moi, pour mon interlocuteur, etc. Donc prenez bien conscience que les questions que vous allez poser à vos interlocuteurs, que vous posez même dans votre quotidien de tous les jours, vont driver votre interlocuteur dans une direction. Le principe poétique, c'est de considérer que on peut voir notre monde sous le format d'histoire. Et ce format d'histoire, c'est une opportunité magique de pouvoir présenter des faits, mais également une excellente opportunité pour présenter les émotions qui sont sous-jacentes derrière, comment je me suis senti, notre état d'esprit. Et dans un contexte de transformation et de changement, on ne se génère pas uniquement des faits, on va s'accrocher justement aux émotions des gens et dans l'état d'esprit dans lequel ils étaient. Donc dans l'appreciative inquiry, justement, on va vraiment faire attention à ce côté poétique, on y reviendra dans les aspects de démarche. C'est vraiment de se projeter sur la manière dont nous avons vécu les choses et ce que nous pouvons en tirer, et surtout ne pas y mettre que des faits. Mais c'est aussi une invitation pour avoir de plus amples dimensions, pour mieux comprendre la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Le principe positif, je pense qu'on en a déjà pas mal parlé depuis le début de cette session, c'est de considérer que toute personne, toute organisation, derrière tout ça, il y a quelque chose de positif qui est en train de se produire, sur lequel je dois porter mon attention. Plutôt que de porter mon attention sur les manques, ce qui ne fonctionne pas, c'est de considérer que j'ai des choses qui fonctionnent et je vais essayer de comprendre pourquoi ces choses fonctionnent aujourd'hui dans mon contexte, dans mon organisation, avec les gens avec lesquels je travaille. Et le dernier, c'est le principe de complétude. C'est de considérer que si on veut résoudre une situation, il faut les acteurs qui sont impactés dans cette situation. Ça ne peut pas être une réflexion qui est menée seule que par certains protagonistes. C'est essayer au quotidien, si vous avez une situation plus ou moins compliquée à vivre, de mettre les acteurs qui sont impliqués et impactés par cette situation. Ça paraît extrêmement logique, mais dans nos organisations aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont découpées. Ah non, mais ça, c'est pas du ressort des opérations, c'est la direction. Ah non, mais ça, c'est pas du ressort des opérations, c'est de la qualité. Ah, ça, c'est pas la finance, c'est notre truc. En fait, on a tendance à sectionner par rôle et responsabilité, et ce qui nous dédouane globalement et collectivement notre responsabilité, parce qu'on va essayer d'améliorer un optimum local au lieu d'améliorer un optimum global. Ces principes, je vous ai pris l'exemple de quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de travailler, qui fait partie des mentors, qui s'appelle David Chait, mais qui essaie d'appliquer ces principes, lui, quand il fait une facilitation. De se dire, est-ce que le design de ma facilitation est orienté vers le positif, donc principe positif. Est-ce qu'il y a des moments de co-construction partagée de la réalité, donc le constructionnisme social. Quelle est la proportion de l'ensemble des personnes du système est impliquée dans la conception, le principe de complétude, bref. Ces principes, vous pouvez les adapter de différentes manières, et ce n'est pas quelque chose qui est une sorte de checklist que l'on déroule, mais c'est de se dire, est-ce que derrière chaque principe, est-ce que je peux en distiller un petit peu partout dans ce que je suis en train de faire au quotidien et qui me permettra de tirer le meilleur parti d'une situation et de l'équipe avec laquelle j'interviens. Et maintenant, la partie de démarche, généralement quand on me dit, c'est vrai que c'est vachement cool tes principes, mais bon, moi ce que je veux savoir, c'est surtout comment l'appliquer. La première chose que l'on va faire, c'est déjà de définir. Ça paraît anodin, mais on va mettre des termes contractuels, ou je ne sais pas contractuels, mais si on va définir qu'est-ce qu'on souhaite réellement faire. C'est quoi notre sujet, pourquoi on est là aujourd'hui, nos objectifs, le pourquoi en fait. Et ce qui est difficile dans cette étape, c'est qu'on a souvent tendance à aborder sous un sens de « je souhaite éviter une situation ». Et ce qu'il faut essayer d'amener, c'est comment je passe de « je souhaite éviter » à « je veux ». Quand on définit un sujet, justement, on parle d'une situation qui est problématique, on décrit le problème, et voilà, ça c'est extrêmement douloureux pour moi. Quand on reste dans ce monde-là, en fait, on parle que de problématiques, de choses qui ne vont pas,
Bref, ça ne génère pas de motivation, ça ne génère pas de mouvement, ça nous bloque. Une autre manière de formuler ce sujet serait de dire, en fait, je ne veux pas le problème X. Mais en je ne veux pas le problème X, je reste toujours dans un monde du problème. Et quand je ne veux pas le problème X, je vais passer beaucoup de temps à essayer de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas, à me flageller, à essayer de trouver des coupables, etc. Et donc on pourrait essayer de voir les choses un petit peu autrement. Ok, mais si je ne veux pas ça, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Là aussi, ça paraît extrêmement anodin dit comme ça, mais très souvent, on ne sait pas. Ou on n'a qu'une vague idée de ce qu'on voudrait avoir. Et le cran d'après, se dire, ok, mais je veux quoi et quoi? Et donc là, on rentre dans la création d'un état désiré. C'est-à-dire que je passe du monde du problème à un monde de « je souhaite obtenir ça ». Et justement, l'appreciative inquiry va nous aider à passer de ce monde-là vers l'autre monde. Je vous prends un exemple. Par exemple, dans les aéroports que j'ai eu par le passé, je veux réduire de X% le nombre de bagages perdus. Ouais. Bon, ok, c'est cool, l'entreprise gagne de l'argent, on va essayer de moins en perdre surtout. On pourrait dire, non, en fait, moi je veux plus perdre de bagages, quoi. Mais il y a toujours cette notion, je suis vraiment bidon parce que l'entreprise, on est vraiment bidon, on perd des bagages, c'est pas normal. Et donc en fait, on va faire un focus à chaque fois dans nos analyses, dans nos processus, sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, notre processus a été défaillant, pourquoi ça ne marche pas. Mais on pourrait voir peut-être le problème différemment. Comment est-ce que je peux simplifier et accélérer la récupération des bagages? C'est-à-dire que certes, je peux avoir de la perte en ligne, mais si j'arrive à l'accélérer et que j'arrive à réduire ce truc-là, dans ce cas, je gagne un temps. Et derrière, on pourrait même encore le rendre différemment, c'est comment est-ce que je rends l'expérience des arrivées parfaite. Entre les deux moments tous ces moments qu'on est en train de vivre, en fait, je ne sais pas pour vous, mais moi, celui-là est un peu anxiogène en fait et fait référence à tout ce qu'on ne fait pas bien, alors que l'autre, tout au bout, va me générer de la motivation, de l'envie d'essayer de créer quelque chose. Et ce sujet-là est potentiellement tenu dans le dernier, mais le dernier est beaucoup plus englobant aussi, parce que rendre l'expérience parfaite, peut-être que les bagages perdus, ce n'est qu'un tout petit maillon de toute la chaîne que l'on va avoir justement avec les passagers. Et donc dans le cadre de droite, en fait, ça va générer une motivation, une envie, et du coup de faire des focus sur les endroits où on peut avoir un réel impact, et peut-être que le sujet de base de réduire le nombre de bagages perdus, en fait, n'est peut-être pas le bon sujet. Pour pouvoir arriver à faire ça, alors il y a plein de méthodes, mais moi celle que j'utilise assez régulièrement et qui fonctionne plutôt bien, c'est de me dire, je pose une première formulation de mon sujet, ou carrément de la question que je souhaite résoudre, puis je vais l'évaluer d'une échelle de 1 à 10, en quoi ce sujet ou cette question me satisfait, me motive, me donne envie d'agir et de faire un premier pas. Une fois que j'ai évalué, si vous tombez sur 10 sur 10 du premier coup, chapeau, mais généralement on n'est pas 10 sur 10. Donc on va commencer à la modifier. Comment je pourrais remarquer mon sujet, ou le réécrire, ou le reformuler, pour que je progresse peut-être de 0,5 ou de 1. Puis je vais encore le réévaluer. Est-ce que j'ai réellement progressé? Est-ce que la nouvelle formulation finalement est moins bien que la première que j'avais effectuée? Et en fait ce que je vais faire, c'est que je vais reboucler sur mes étapes 3 et 4 sans m'arrêter, pour essayer de me rapprocher de 9 ou de 10. Et ça, quand vous le faites en groupe, cet aspect de reformulation, fait qu'à la fin, vous arrivez à une formulation qui est presque le début d'un plan d'action, mais qui génère de la motivation, de l'envie, et sur lequel l'ensemble du collectif est aligné. Ça, c'est des approches que vous retrouverez très souvent dans les approches orientées solutions, solution focus, ce genre de choses, ce mécanisme d'échelle. Il en existe encore une fois plein d'autres. Celui-là est quelque chose qui fonctionne plutôt bien et qui est assez facile. Après avoir défini la problématique, donc qu'est-ce que je souhaite obtenir ? On va rentrer sur la phase de découverte, c'est-à-dire on va essayer de réanalyser, de remonter dans le passé pour raconter des expériences que nous avons vécues qui vont être en lien avec le sujet à résoudre. Et il y a plusieurs manières de raconter ces expériences par rapport à une expérience qu'on a vécue par le passé. Je pourrais choisir de raconter une histoire, de parler de la situation au moment où c'était le pire. Donc ça, c'est le monde du problème, c'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que je vis actuellement, pourquoi ça ne marche pas, etc. Donc ça, vous n'allez pas en tirer grand-chose. On peut aussi raconter une histoire issue de votre propre expérience passée sur quand est-ce que la situation était au mieux, quand est-ce que le problème était le moins présent, et pourquoi il était moins présent, qu'est-ce qui faisait qu'on en était là. Et il y a une troisième manière de le voir, c'est comment est-ce qu'on a réussi à traverser une situation, c'est-à-dire on est passé d'un état chaotique, compliqué, difficile, à un moment donné, on est ressorti la tête de l'eau et on est allé vers le positif.
Donc on va vraiment essayer de se focaliser sur ces deux moments, vraiment, parce que c'est le moment où on va partager des expériences du passé, c'est le moment où on va raconter des choses qui ont bien fonctionné et qui ont encore une fois un lien avec le problème que nous sommes en train de traiter ou le sujet galvanisant que nous avons décidé de résoudre. Après la phase de découverte, on a la phase de rêve, c'est-à-dire que on va vraiment essayer d'amplifier tout ce que nous venons de partager collectivement et d'imaginer et de visualiser une situation au meilleur des possibles. Typiquement, je vous prends un exemple pareil de ma vie personnelle. Quand on a créé Octo-Provence il y a 3 ans, on n'était pas du tout connu dans la région. Mais alors du tout. On est arrivé, on venait de Paris, on s'était dit ouais super, tout le monde nous connaît, c'est génial, on va arriver, on va tout casser, machin. Et en fait, j'ai pris les plus grosses baffes de ma vie de suite en fait. Toutes mes hypothèses ont volé en éclats et je me suis bien scratché. Et du coup, il fallait qu'on remonte la pente, ce qui n'était pas évident. Et on a notre vision à nous, notre sujet à nous, c'était on veut devenir dans les prochaines années un cabinet de conseil et de réalisation premium, connu et reconnu dans la région. C'était ça notre truc. Sauf qu'en fait, on n'avait jamais monté d'entreprise. Donc en fait, quelle expérience on avait? Donc qu'est-ce qu'on est allé chercher? On est allé chercher dans les expériences du passé. En gros, comment j'ai fait pour bien travailler avec des nouveaux clients que je connaissais pas? Comment j'ai fait pour rétablir une situation ou une mission qui s'était gaufrée et qu'on avait réussi à remettre à flot? Donc toutes les expériences communes de l'équipe qui était avec moi pour essayer de comprendre, ok, comment à un moment donné, on a réussi à créer quelque chose d'impactant, mais avant d'être ici, alors qu'on n'avait aucune expérience de la création d'entreprise. Quand on a fait cette phase de rêve, en fait, on s'est projeté sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, et c'est de se dire, mais dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je m'y positionne, qu'est-ce qui sera différent? Qu'est-ce que j'arrive à faire 3 ans ou 4 ans que je n'arrivais pas à faire avant? Qu'est-ce que les clients disent de moi? Comment mes clients parlent de nous à leurs autres clients? Nos missions, comment elles se déroulent dans un monde idéal? Et du coup, ce rêve, il reste quand même très fortement ancré dans les expériences vécues du passé. À la différence, par exemple, des approches orientées solutions, où l'état désiré ou le rêve que l'on souhaite mettre en place n'est pas forcément ancré dans une réalité, puisqu'on va inviter justement le patient à créer quelque chose. Là, on reste très fortement ancré dans des expériences vécues, ce qui rend cette vision beaucoup plus accessible. Donc c'est quelque chose qui va du coup s'impacter des expériences du passé, on va se projeter dans ce qui pourrait se passer au meilleur des possibles, on va essayer de le formuler au présent, parce que cette vision, le fait de le formuler au présent, fait qu'on vit la situation. Donc on n'est pas dans du conditionnel ou du futur, on est 3 ans plus tard, qu'est-ce que je sais faire? On va remettre en cause et on va essayer de stimuler au maximum les personnes qui sont dans le collectif. Et enfin, ça doit représenter bien évidemment un défi à résoudre et qui doit donner envie au collectif de le faire. Si vous avez... Dis donc, il me tient à cœur lui. Tac. Merci encore. Et ça doit représenter un défi, surtout de savoir qu'est-ce qui donne de l'énergie. Si vous partez dans un groupe et que le sujet à résoudre ne génère aucune motivation, mais vraiment aucune, il est assez peu probable que votre sujet avance ou alors il va s'avancer dans la douleur et je pense que collectivement vous n'en retirez pas grand-chose. Donc le rêve, on pourrait le matérialiser comme un égaliseur, c'est-à-dire comment je peux amplifier le son mais sans détruire pour autant la mélodie. L'avant-dernière phase, c'est la phase de design, c'est le premier moment où on va descendre du rêve et commencer à atterrir. Généralement les difficultés commencent à arriver maintenant. Parce qu'une fois qu'on a bien rêvé, qu'on a bien imaginé, visualisé ce qui pourrait se passer dans le meilleur des possibles, qu'on l'a ancré dans une certaine réalité, qu'on a généré de l'envie, de la motivation et tout ça, ben là c'est le retour à la réalité, la douche froide. C'est ouais purée, mais moi j'ai déjà ce problème aujourd'hui, José il me fait chier, et j'ai ça, et mon chef il me demande ça, j'y arrive pas, etc. Donc c'est le premier moment de descente qui est un peu compliqué. Dans ces moments-là, quand on vit ces moments-là, les questions qu'il faut que l'on se pose, c'est ok, mais dans des situations compliquées que j'ai pu vivre par le passé, comment j'ai fait pour faire un tout premier petit pas? Comment j'ai fait pour moins subir la situation? Comment j'ai fait pour tenir le coup? Donc c'est vraiment nous inviter à refaire un focus sur ce qui me permettrait de faire demain un pas. La phase du design, c'est pas la phase du plan d'action ultra détaillé, il faut presque le voir comme un livre, c'est-à-dire je commence à décrire les têtes de chapitres de mon livre, mais en aucun cas je décris le contenu des chapitres.
une manière de le faire. Il en existe encore plein d'autres, pour ceux notamment qui connaissent les Liberating Structures, pour ceux qui ont fait d'autres approches de l'agilité, des manières d'animer des rétros, plein de choses. Enfin, il y en existe beaucoup. Il y a le modèle de la marguerite, c'est-à-dire qu'on va noter au centre de la marguerite quel est votre sujet à résoudre, qui génère de l'énergie, qui est lié à la vision du futur, qui est lié à ce que vous voulez faire demain. Et on va créer des pétales. Et le pétale, en fait, c'est un levier qui va vous permettre d'atteindre cet objectif ici. Et ce levier, en fait, à faire avec votre équipe, c'est quelque chose qui doit vous donner de l'énergie. Si vous lancez un projet et que vous mettez budget, un budget, vous n'en tirez pas grand-chose. Ça ne veut pas dire que le budget est inintéressant, ça veut juste dire de prendre le temps de renommer chacun des sujets pour essayer de donner de la motivation, de l'énergie et générer un mouvement. Si votre pétale ne génère pas de mouvement, ça veut dire que pour le moment, ce n'est pas le plus prioritaire pour vous à mener. Ensuite, derrière chaque pétale, on va se poser la question de quelles sont toutes les forces en présence que j'ai aujourd'hui, que j'ai de disponibles là maintenant et qui me permettraient d'initier ce pétale, d'initier ce levier, de faire un premier pas. Et le dernier point serait de se dire comment je peux résumer en une seule phrase à la fois le nom de votre chantier et les forces en présence pour en tirer quelque part par là une vision du futur que je pourrais avoir une fois que le pétale est réalisé. Donc, encore une fois, c'est une matérialisation d'une méthode, il en existe encore plein d'autres. Et enfin, le dernier aspect qui est la phase de déploiement. Donc là, on revient sur quelque chose de plus traditionnel, sur le plan d'action, sur les petits pas, etc. C'est le moment en fait où on va descendre de la tête de chapitre au contenu. Dans l'agilité, c'est exactement pareil. Vous avez la vision, vous avez votre backlog sur une certaine durée, mais par contre, vous allez préciser que les deux premiers sprints hyper importants pour vous, sur lesquels vous allez afficher le niveau de détail parce que c'est la priorité que vous avez à faire là maintenant et sur lequel vous avez besoin de vous focuser. Mais là, c'est pareil, c'est-à-dire avoir des plans d'action, c'est super, mais de focaliser l'énergie et les détails au moment où c'est le plus nécessaire et le plus prioritaire pour vous. Donc, questionnez toujours et priorisez. C'est de cette manière-là, en fait, nous, quand on est passé de notre rêve au design et au déploiement côté Octo, qu'on a trouvé notre motto, notre slogan. Nana Korobi Yaoki, qui est en japonais, qui en français veut dire « tombe 7 fois, relève-toi 8 fois ». Et en fait, c'était un moment extrêmement important pour nous, parce que quand on est dans cette phase de rêve ici, qu'on a imaginé après être tombé une première fois, on a imaginé notre rêve et qu'on a commencé à faire les choses différemment, mais en fait, on a eu des apprentissages, on a réussi, on a eu des échecs, on a progressé. Et en fait, ce motto a vraiment été pour nous assez fondateur sur la manière dont nous vivions les situations et a créé un acte d'agglomération du groupe et de motivation commune. Et je vous remercie. Est-ce que vous avez des... Oui. Vous avez parlé de deux paradigmes entre physique et biologique. Oui. Et c'est vrai que quelque part, en tant qu'accompagnant, coach agile, on va essayer de pousser vers le paradigme 2. Et je me demandais que reste-t-il du paradigme 1 parce que vous parlez d'équilibre entre les deux. Ce qui va rester de l'équilibre 1, c'est qu'il y a certaines choses, en fait, en fonction des endroits où vous allez être, qui vont pouvoir être prévisibles. En fait, si on se positionne dans l'agilité, typiquement le paradigme scientifique, si on se positionne sur les aspects purement techniques, le DevOps, c'est purement scientifique. Comment j'automatise une chaîne de CI/CD, comment je fais mes tests, je suis des méthodes. Donc là, on est dans le paradigme scientifique, j'applique quelque chose, une méthode, c'est quelque chose qui est connu et qui marche. Par contre, les aspects humains, probablement, et même très sûrement, vous allez vous retrouver dans le deuxième cas, parce que je ne peux pas prédire le futur, comment il va se passer, je ne peux pas prédire les relations humaines et comment les gens vont réagir. Donc, il y a des éléments dans n'importe quelle situation, il se trouve que dans l'agilité, c'est majoritairement les éléments techniques, où on va pouvoir, en fonction de ces éléments, avoir du monde scientifique. Le monde scientifique ne s'applique pas qu'à l'humain, bien au contraire, il y a des choses sur l'angle du système d'information qui peuvent être prévisibles. Vous savez si un déploiement va marcher en fonction de si votre pipeline s'arrête en plein milieu ou pas. Là, on est dans le monde scientifique. Et le plan d'action reste quand même du monde scientifique aussi, même si on va avoir un plan d'action qui est extrêmement court-termiste, peut-être dans l'agile, en focusant sur les sprints à venir, on fait une prédiction. Voilà, on pense que dans ce sprint-là, on va faire ça, et on rythme, et on cadence. Ça répond à votre question ? Oui, très bien.
D'autres questions, feedback, retour d'expérience Non. Eh bien, merci beaucoup. Je vais vous laisser mes coordonnées à la fin. Si vous voulez avoir la présentation, également quelques liens utiles pour approfondir. Hop, je vais toujours le faire avec le PC parce que je ne n'arriverai pas. Voilà. Vous pouvez nous envoyer un mail à provence@tuto.com et je me ferai un plaisir de vous envoyer tout ça. C'est quoi ce texte? Nana Korobi Yaoki. C'est ce que je vous évoquais, ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'élément fondateur pour nous, en fait, où quand on est passé de la phase de rêve à la phase de design, où on est revenu dans la réalité. Ce terme-là, tombe cette fois, relève-t-en 8 fois, qui est un proverbe japonais, mais en fait, pour nous, décrivait au mieux la situation qu'on était en train de vivre. C'est-à-dire qu'on avait toujours notre objectif qu'on voulait atteindre, mais on savait qu'on n'allait pas avoir un long fleuve tranquille et qu'à chaque fois qu'on allait tomber, on allait se relever. Et ça a été un acte fondateur pour nous, après la grosse première claque que l'on a prise, et les autres claques qu'on a pris derrière aussi, parce qu'on en a pris d'autres, mais qui ont été fondateurs. C'est quoi les autres claques que vous avez prises? On a pris donc les claques sur le fait qu'on venait de Paris. Ça, c'était la première claque, sauf que dans la région Paris-Marseille. Voilà. La deuxième claque que l'on a prise, c'est de considérer qu'on était connus. Donc en disant, on est Octo, c'est génial. Qui Donc pas du tout connu. Les autres claques que l'on a prises aussi, c'est ouais, mais en fait, ce que vous proposez, c'est beaucoup plus cher que les autres. Et alors? Donc en fait, la première marche pour nous à franchir a été extrêmement compliquée parce qu'on était comparé à toutes les entreprises avec lesquelles ils avaient l'habitude de travailler, qui n'avaient pas le même positionnement d'expertise, qui n'avaient pas le même positionnement tarifaire. Et du coup, on avait notre étiquette parisien, égale je m'en fous plein les fouilles, égale je vais vous plumer, égale tout ça. Et que ça a été difficile de s'en décrocher. Et je remercie encore les clients qui nous ont mis ces claques-là au début et qui nous ont dit surtout arrêtez de parler de Paris, surtout arrêtez de parler que vous êtes super fort là-dessus, surtout arrêtez, venez et démontrez. Donc ça a été ces claques-là. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre comme claque aussi? C'est de considérer que nos concurrents étaient moins bons que nous. On a une expertise, certes, mais je pense qu'on est venu en se disant on est les maîtres du monde et on va y arriver, on sait mieux faire que tout le monde. Et en fait, il y a des gens qui le font aussi très bien. Et donc ça nous a permis de nous recentrer aussi, de dire en fait, on a encore une belle marge de progression, on peut faire les choses vraiment différemment. Et là, on va se concentrer sur, OK, qu'est-ce qui fait vraiment la différence avec nos clients? Et donc là, on a commencé à plus avoir quelque chose de top-down, mais vraiment de discuter avec nos clients de manière différente, de leur dire, OK, dans la prestation que nous avons fait à tes côtés, qu'est-ce que tu as vécu différemment? Et là, on a commencé à se rapprocher de notre rêve, où on se posait toute la question, comment est-ce que les clients veulent qu'on réagisse? Enfin, comment on imagine qu'ils vont réagir en parlant de nous? Qu'est-ce qu'on a envie qu'ils disent de nous, etc. Et donc, on a commencé à reprendre une démarche un peu plus humble, et d'aller vraiment questionner les clients sur, OK, tu as vécu une expérience avec nous, pourquoi elle était super? Et qu'est-ce que je pourrais faire de même pour l'amplifier, pour que tu parles de moi à tes collègues, et pour que je fasse encore mieux? Et donc, on a cassé certains piliers, et on continue d'en casser, et heureusement d'ailleurs. Donc voilà, et après il y en a eu d'autres que je pourrais parler en privé. Eh bien merci à tous, et je vous souhaite une bonne journée.